Salut, moi c'est Enzo Colucci et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Le concept, c'est d'échanger avec des personnes du quotidien sur ce qu'elles considèrent être leur plus bel échec, un tournant de leur vie. On va parler d'échecs sous toutes ses formes. Et ce qui est magnifique quand on parle d'échec, c'est qu'on met notre ego de côté et qu'on redevient tous égaux. Donc là, je te propose de réussir à être confortable dans l'inconfort. Tu me suis ? On s'en fiche que tu te plantes. La vie te mettra toujours des pierres sur ton chemin. Mais c'est à toi de décider si tu veux en faire un mur ou un pont. Alors j'espère que l'épisode te plaira. Hello Lorraine et bienvenue dans Phoenix, l'échec mention très bien. Salut Enzo. On enregistre en plein Covid, en plein cœur de Paris. On a nos distances, on est à 1 mètre l'un de l'autre. Exactement. Donc du coup Lorraine, on va parler échec aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour les auditeurs ? Ouais, alors je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et podcasteuse, comme toi. Passionnée de littérature, donc c'est mon sujet de prédilection à la fois professionnellement et personnellement. Et voilà, je pense que présentation un peu en 2 lignes, ça va être ça. Trop bien. Et le podcast d'ailleurs est assez ouf. Moi, je l'ai découvert par hasard via un Slack de podcasteurs, donc c'est assez parlé. Exactement. Ouais. C'est un podcast que je fais pour l'école Les Mots, qui est une école d'écriture à Paris dans le 5e arrondissement, qui propose des ateliers d'écriture animés par de grands écrivains de la scène actuelle en fait. Donc il y a vraiment des écrivains, enfin c'est parmi les écrivains les plus importants aujourd'hui en France. Yannick Enel, Alice Zeniter, Chloé Delhomme, enfin vraiment des auteurs super. Donc enfin c'est une école pour laquelle j'ai beaucoup d'estime et donc je suis très contente de travailler avec eux. Et moi, ce que je fais pour cette école, c'est que j'interviewe les écrivains qui animent des ateliers et je leur demande de me raconter comment ils sont venus à l'écriture et quelle a été leur trajectoire d'écrivain en fait. Comment ils ont été amenés à trouver leur plume, à trouver leur écriture, leurs difficultés, leurs blocages, la fameuse page blanche telle qu'on l'appelle. Voilà. Donc, c'est assez ouf. L'ambiance, moi j'ai adoré quand j'ai écouté la première fois. Merci. Tu arrives à créer genre tu sais toute une ambiance assez chaude et tout, tu fais des retours en arrière du coup pour bien expliquer comment ils se sont arrivés là. Enfin, c'est génial. Franchement, on mettra le lien dans la description mais avec plaisir, top, c'est gentil. Super podcast. J'aime beaucoup faire ça. On va rentrer dans le vif Lorraine. Mm-hmm. Alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Alors, en termes d'échecs, moi, c'est un peu particulier parce que, comme je te l'ai dit quand on a un petit peu discuté avant, en fait, j'ai commencé par l'échec, moi. Je sais que, j'ai écouté tes podcasts que j'aime beaucoup et j'ai remarqué que souvent, les personnes ont été interrompues dans leur course vers les étoiles par un échec. Et du coup, ils te disent, alors ça, je m'en rappelle très bien, c'était un jour où j'étais à l'école et tout. Moi, c'est pas du tout ça, c'est que j'ai eu la chance, on va dire, parce que très récemment, en fait, j'ai réalisé que c'était une chance. C'est pour ça que ça m'a interpellée quand tu m'as contactée pour parler de ça. J'ai eu la chance de commencer par ça et de baigner, d'être dans un bain d'échecs en étant toute mon enfance, adolescence. Et une petite cancre à l'école, c'est ça ? Voilà, et c'est dans un deuxième temps que j'ai eu, ce que en tout cas je considère aujourd'hui comme une réussite sociale, c'est-à-dire j'ai commencé à réussir à partir de la terminale, vraiment à partir du bac. Donc c'est vraiment particulier, je te raconterai ça. Enfin, dans ma tête, c'est plus dans le sens où la personne que je suis devenue à ce moment-là, puisqu'il y a quand même eu une petite transformation de Phoenix, mais pour moi, elle n'est pas meilleure que celle d'avant et c'est simplement qu'elle colle beaucoup plus aux critères de la société dans laquelle on vit. Ouais, ça a été quoi du coup cet élément déclencheur toi en terminale donc tu as fait donc tout ton parcours en réalité, donc on va dire du collège, de la 6e, ouais. C'est ça, jusqu'à la terminale. En fait, c'est un peu avant parce que j'ai le souvenir. Alors après, tu vois, psychologiquement, parfois on réécrit un peu l'histoire. Moi, j'ai le souvenir que c'est en CM1. Je me rappelle d'une institutrice très traumatisante, très méchante, qui m'engueulait parce que j'écrivais pas bien, mon écriture dactylo était pas jolie ou je sais pas quoi, enfin tu vois, des trucs à la con comme ça, et elle me parlait très mal
Et ça m'a complètement traumate, quoi. Vraiment. Tu peux lâcher un blaze, là, c'est qui cette femme? Franchement, je me rappelle très bien de son nom de famille, mais je veux même pas le prononcer, quoi. Ça me fait horreur de penser à cette femme. Ah ouais. C'est vraiment la vieille instite telle que tu peux l'imaginer, qui aime pas les enfants, surtout quand je vois la bouille que j'avais à cet âge-là et qu'on avait tous à cet âge-là. J'arrive même pas à comprendre comment elle pouvait nous parler comme ça. Ouais, j'ai eu la même aussi, ouais. Elle était horrible. Elle était... Oh putain, ouais, carrément. Ouais. Quelle horreur. Bon, alors du coup, cette dame, je me rappelle très bien qu'elle recevait ma mère régulièrement pour dire que j'étais mauvaise, machin. Enfin, c'était horrible. Et vraiment, je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à devenir mauvaise à l'école, quoi. Parce que finalement, j'étais pas mauvaise, juste, je sais pas, peut-être que j'avais pas une jolie façon de former les lettres au moment d'apprendre à écrire, je sais pas pourquoi. Enfin. Tu vois, des trucs débiles comme ça, mais j'avais pas de problème particulier, honnêtement. Tu vois, moi j'ai pas mal de gens d'amis qui ont dû dépasser des trucs difficiles, genre tu vois, cérébralement, qui peuvent être compliqués au niveau cognitif. Parfois t'as des blocages et tout. Moi j'ai pas eu ça. Simplement, j'ai eu un manque de confiance à cause de cette dame qui a été vraiment méchante avec moi. Qui arrêtait pas de répéter, du coup, en fait, en permanence, qui te faisait y croire à force que t'étais mauvaise, exactement. En fait, c'est ça. Et moi, je suis assez convaincue quand même que je suis devenue mauvaise à cause d'elle. Tu veux qu'on... On va peut-être fermer. Ouais. Petit aléa sonore. Ouais. Donc non, cette dame, à force de te répéter, du coup, c'est ça. Et du coup, CM1... jusqu'à en fait CM1 j'ai commencé à avoir des mauvaises notes, à vraiment être en difficulté à l'école, quoi, à trouver l'école difficile, à pas aimer ça, à trouver que c'était vexant. Enfin tu vois, j'avais l'impression d'être en difficulté, quoi, de louper des trains, de voir mes amis à côté qui avançaient, et puis moi je pense que j'ai eu une réaction un peu rebelle de vas-y, moi ça m'intéresse pas en fait l'école, si c'est pour se faire parler comme ça, enfin tu vois, j'ai un peu fait ma tête dure, quoi. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis devenue vraiment une cancre jusqu'à, on va dire, bon, déjà, j'ai redoublé. Parce que t'as redoublé quelle classe, du coup? J'ai redoublé la seconde, ouais, j'en ai redoublé qu'une. Classique. Mais j'ai frôlé le redoublement absolument tous les ans, et franchement, c'était une catastrophe, quoi. Enfin, je m'intéressais qu'à mes amis, enfin, vraiment, tout le collège, tout le lycée. Tu vois, apparemment, je réussissais quand même toujours à m'en sortir puisque je passais de classe en classe. Mais il fallait mettre un coup de boost à la fin et j'aimais pas ça surtout. Enfin, c'était vraiment, je détestais ça et j'avais des mauvaises notes. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était, tu vois, ma copine, qu'est-ce qui lui arrivait hier, les ragots, les discussions. En fait, j'adorais discuter avec mes amis, quoi. T'étais une pipelette en classe? Ah ouais, complètement. Tu te faisais défoncer. Et puis j'étais très amoureuse aussi. J'étais un cœur d'artichaut, je tombais amoureuse tout le temps. Donc évidemment, ça donnait lieu à plein de discussions possibles et de réflexions. Enfin, je réfléchissais beaucoup, hein, mais voilà. Mais pas sur les cours. Mais pas sur les cours. Et je détestais les cours. Et je me rappelle, par exemple, que j'avais des amis très bons, parce que je sais pas, je traînais quand même souvent en plus avec des gens assez bons en cours, avec des tronches et tout. C'est vrai, d'ailleurs, je m'en rends compte en te le racontant. J'avais toujours des potes qui avaient des super notes et qui me faisaient la morale, quoi, qui me redressaient les bretelles en me disant « Ouais, fais gaffe, machin, tu vas finir mal et tout. » Toi, toujours dans le déni de façon « Ouais, je m'en fous, j'aime pas ça. » Non, j'étais pas dans le déni, mais je pense qu'à un moment, je me disais « Eh bah, fuck, ouais. En fait, j'ai le droit de me foirer, quoi. » Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que finalement j'assumais pas mal, quoi. J'étais ouais, ok, et alors j'avais une copine qui m'avait dit quand j'y repense, c'est plus du tout une copine. Elle m'avait dit tu vas finir coiffeuse. Et bon respect à tous les coiffeuses en plus là en sortie de Covid. Mais genre là, quand on voit que en gros, moi je suis devenue, tu vois, intello on va dire, et les intellos aujourd'hui, tu vois, on en a vraiment pas autant besoin que les coiffeurs, quoi. En tout cas pendant cette période de confinement, on a vu à quel point, par exemple, c'est un métier essentiel, enfin tu vois. Et je sais pas, il y avait un mépris comme ça qui aujourd'hui me scandalise encore pas mal. Et quelque part, je suis vraiment contente d'avoir vécu ça et d'avoir baigné là-dedans quand j'étais petite, parce qu'aujourd'hui, j'ai vachement de respect pour les
pour les cancres au sens ceux qui réussissent pas dans les critères. C'est drôle parce que ça, du coup, c'était donc au collège, c'est ça ce que tu disais, grosso modo. Donc, j'imagine que la réflexion, en fait, d'un enfant, là, de cet âge-là, donc de 13-14 ans, ça découle aussi, sans doute, de l'éducation et des parents qui, eux-mêmes, tu vois, leur mettent la pression. Donc, ce que ta copine t'a dit, genre, tu vas finir coiffeuse, c'est peut-être aussi ce que ses parents, à elle, pouvaient lui dire, justement, tu vois, et qu'elle te retransmet à toi, genre. Complètement. Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas non plus grandi dans une famille de... Mon père est journaliste et il est écrivain et il est auteur de livres philosophiques. Et en réalité, c'est une tronche. Ma mère, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui... Enfin, les deux sont des personnes, franchement, et mon frère encore plus. Enfin, c'est des personnes vraiment qui ont eu des valeurs et vraiment un vrai amour de ce qu'ils font dans la vie. Et ma mère, elle est devenue guide touristique à pratiquement 70 ans. Guide touristique dans Paris, elle a été prof d'anglais toute sa vie. Bon, tu vois, c'est des gens qui savent se réinventer et tout, et moi j'ai vachement d'estime pour ces qualités-là. Et par contre, c'est pas des gens qui me disaient ouais, il faut faire une grande école ou rien du tout. Mais quand même, j'ai quand même, enfin, ils sont dans ils sont, comment dire, le produit de la société dans laquelle ils sont aussi, et ça les inquiétait énormément de voir que je me loupais, et donc ils m'ont aussi, comment dire, ils m'ont pas aidé dans cette période-là. Ils t'ont soutenu ou plutôt ils te faisaient aussi un peu les mêmes reproches limite que ta prof de CM1 ils s'inquiétaient énormément. Ils s'inquiétaient énormément et donc leur regard inquiet, ils se disaient que je ferais pas de grandes études et que et quand même ça les emmerdait quoi. Enfin, ils se disaient merde, elle correspond pas aux critères de la société, elle va pas réussir. Oui, parce qu'ils veulent le meilleur pour toi. Encore une fois, quoi qu'il arrive, ils veulent que toi derrière tu sois aussi épanoui et que voilà. C'est ça. Mais moi, quand j'y pense aujourd'hui, et c'est là que je pense que dans mon discours, je serais peut-être, je sais pas, hein, tu me diras, mais d'après ce que j'ai écouté dans tes podcasts, je serais peut-être un peu dissonante par rapport à ce que j'entends souvent dans ton podcast. Je pense aujourd'hui que j'étais, aujourd'hui, ce que j'essaye de retrouver le plus, en fait, dans mon parcours, dans là où j'en suis aujourd'hui dans mon parcours, j'essaye de retrouver la personne que j'étais quand j'étais petite et que j'échouais. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore toute la pression que j'ai développée depuis, que je me mets. Parce que depuis que Depuis que tu réussis, depuis que je réussis, alors après, je sais pas, aujourd'hui, on peut pas dire que je sois dans la réussite sociale parce que je gagne pas bien, je gagne pas super bien ma vie, je gagne ma vie correctement à la hauteur de ce dont j'ai besoin et de ce dont j'ai envie. Mais la réussite, elle est propre à chacun. Toi, t'as réussi pour toi, c'est le principal. Mais après, tu vois, on peut pas dire que je sois dans les critères de ce qu'on appelle la réussite sociale parce que je suis pas pleine aux as. Tu gagnes pas 10K par mois. Voilà, exactement. Ouais. Mais par contre, je suis quand même encore très, très, très aliénée à la réussite telle que moi, je me la représente vraiment intérieurement. C'est-à-dire, j'ai des objectifs que j'ai posés, que j'ai vraiment envie d'atteindre. Et ça me fait souffrir quand je me rends compte que je les atteins pas. Et ça me rend très anxieuse et tout ça. Et la façon dont j'essaye de lutter contre ça, c'est aussi en me reconnectant à la petite fille que j'étais, qui s'en foutait totalement, mais vraiment, très sincèrement, et qui s'intéressait à ses copines. Et tu fais comment aujourd'hui pour essayer de retrouver cette petite fille, justement ? Franchement, c'est tout un boulot Moi, j'écris beaucoup, en fait, et c'est un boulot de méditation par l'écriture, on va dire. T'essaies de ressortir des vieux souvenirs pour voir comment est-ce que tu aurais réagi à cette époque-là et comment tu réagiras aujourd'hui dans cette même situation. Exactement, c'est un vrai travail introspectif. Je relis des carnets, j'écris des carnets intimes tous les jours depuis que j'ai 7 ans. Donc je relis vachement mes carnets de quand j'étais petite. Et vraiment, j'essaye de discuter avec cette petite fille-là et de la retrouver et d'être, d'être aussi heureuse qu'elle, en fait. Parce que j'étais très heureuse en fait à ce moment-là dans ma vie. Je vivais énormément, plus qu'aujourd'hui où aujourd'hui je trouve que c'est plus difficile de vivre de vivre au sens vraiment profiter de la vie, tu vois, Parce que tu te mets trop de pression. Parce que je me mets beaucoup de pression. Ouais. Et en fait, je pense que devenir adulte, tel que j'ai 37 ans, hein, donc on peut dire il serait temps, mais c'est un chemin peut-être pour la vie, quoi. Mais c'est devenir adulte, c'est sûrement réconcilier ces deux parties-là, avoir à la fois cette pression sociale qu'on développe avec le temps et qui est et voilà, qui est notre conception intérieure de la réussite, c'est-à-dire les objectifs qu'on s'est fixés, et en même temps être connecté à cette
on va dire, pour parler un peu en termes de développement personnel, à cet enfant intérieur qui est quelqu'un de très créatif, de très décomplexé, que moi j'adore, quoi. Enfin, moi j'aimerais trop Clairement. retrouver ça, quelqu'un qui est, enfin moi j'étais hyper joueuse, j'étais très créative. Tu l'es toujours aujourd'hui, j'imagine. Et je Comme le dans suis ton toujours, travail ouais, d'écriture, ça demande énormément de créativité aussi dans ce que tu fais. T'as quand même écrit 3 livres, je sais pas si tu l'as dit au tout début là, mais c'est quand même énorme, quoi. Je veux dire, c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais, non, mais je suis toujours très créative, mais je suis un peu, je suis souvent freinée par les objectifs que je me mets. Je suis souvent empêchée dans le plaisir que je prends à écrire par le côté objectif. Or, j'ai l'impression que c'est important, en fait, de garder un contact réel avec la personne qu'on a été au moment où on échouait, quoi. Ouais, avec l'insouciance qu'on avait à l'époque, en fait. Exactement. Ouais. Mais Marie-Victoire, du coup, Vicky Das, l'épisode 2, le titre c'est Piégée par son ambition. C'était totalement ça, en fait. C'est un peu le même ressenti que t'as toi. Elle est plus jeune, du coup, elle avait 24 ans, 25 ans. Mais c'est le même ressenti, c'est ça. Elle se met tellement d'objectifs, tellement d'ambition, que, en fait, tu te mets une pression de fou et derrière, bah, t'atteins pas forcément tes objectifs et tu te déçois et tu rentres dans un cercle après assez vicieux, du coup. Bah là, moi, ce que je comprends de plus en plus, et c'est à ça que je réfléchissais en préparant un peu mentalement ton podcast, c'est, je pense qu'en fait, l'échec, la définition de l'échec, finalement, c'est de ne pas atteindre ses objectifs, simplement. Et en fait, si tu places comme objectif toi-même, en fait, le projet de se réaliser soi, tous les échecs font partie c'est une façon d'entrechoquer la réalité, quoi. C'est une façon de juste une rencontre avec la réalité. Enfin, et tac, tu changes un tout petit peu ton chemin parce que il faut juste réinventer cette petite partie-là parce que ça rentre pas. Enfin, en fait, c'est ça le chemin, quoi. Clairement, c'est pareil. J'aime bien faire des rétrospectives avec les anciens épisodes et Laurent David Samama, pareil, l'épisode 4, donc qui aussi écrit pas mal, oui. Et grand écrivain. Super épisode. Ouais, et il est top. Et dedans, justement, il dit c'est le réel qui frappe à notre porte. J'adore sa phrase. Ouais. Quand il parle de la définition de l'échec. Et en fait, c'est ça, tu te cognes au réel, quoi. Et c'est la seule façon de réaliser les choses. C'est le moment où tu prends conscience du réel. En fait, c'est ça l'échec. C'est de prendre conscience du réel par rapport à ton objectif. Et si ton objectif, c'est te réaliser toi, vraiment dans ton devenir ce que tu es, dans ton potentiel, il n'y a pas vraiment d'échec possible. Donc tu me demandais qu'est-ce qui avait été le déclencheur. L'élément déclencheur, ouais, j'allais te dire c'est ça, parce que toi du coup donc t'as tapé ta seconde, tu disais tout à l'heure, et c'est genre en gros donc tu passes ta seconde, et là à partir de la première, grosse découverte du français, puis après de la philo, et c'est là où tu te déclenches un peu un amour pour pour ça, quoi. Ouais, complètement. Bah en fait ce qui s'est passé c'est que en seconde, donc ma deuxième seconde, j'ai été encore dans cette espèce de posture. Je pense que c'était une posture, hein. J'étais la rebelle. J'adorais. Alors, je te disais que j'étais amie avec j'étais souvent meilleure amie avec les super tronches de la classe. Par contre, je tombais amoureuse du mauvais. Enfin, pas forcément du mauvais élève, mais du turbulent, quoi. Et le mec qui avait plutôt des bonnes notes parce que des facilités et tout, mais qui était hyper turbulent en classe. Enfin, c'était typique. Et je connais. Je connais. Tu me disais que t'étais un peu comme ça, toi. Le fouteur de merde. Et donc, du coup, je pense que voilà, j'avais pas vraiment envie de devenir bonne élève. Je crois que ça me donnait pas vachement envie. Je trouvais que ça avait l'air un peu chiant comme mode de vie. Et du coup, je pense que j'ai un peu résisté tout en étant quand même dans mon redoublement de seconde. Donc, je pense que j'avais peut-être des facilités à un moment. Quand tu redoubles, tu vois, c'est forcément plus simple. Mais je continuais à avoir des notes pas terribles. Et ce qui m'est arrivé, qui a fait un peu un choc, c'est que déjà, ça a été assez progressif. Mais en première, il y a eu la littérature. Je sais pas, une prof de littérature qui m'a... déjà, tu vois, j'ai fait un bac L. Donc, en première, la littérature était vachement importante et tout. Et vraiment, je revois ces cours où déjà la prof était hyper gentille. Elle s'intéressait vachement à moi et à mon regard sur les choses et à mes... voilà, elle relevait des phrases que je mettais dans mes copies et tout. Donc d'un coup, tu vois, je me disais « Oh, marrant ». Et en plus, moi, je me suis mise à vraiment bien aimer la littérature. Je me suis dit « Tiens, quand même, c'est assez fort, quoi. Il se passe des trucs là-dedans ».
Et comme je cherchais pas du tout ça, moi, dans ma vie, parce que j'avais un peu abandonné, enfin, moi, j'avais vraiment ce côté rebelle, moi, on m'aura pas, c'est tout, ouais, je suis mauvaise élève, j'assume, quoi. Bah, du coup, j'ai été un peu surprise, en fait, et j'ai été surprise d'aimer quelque chose à l'école, et d'écouter un prof d'un coup, un prof qui me parlait et qui s'adressait presque à moi, qui me racontait des trucs qui étaient complètement dans mes cordes, en fait, qui vraiment parlaient ma langue. L'importance du prof. On voit la diff, là, tu vois, entre ta prof de CM1 qui te fait que taper dessus, Exactement. Et là, t'as une prof qui est géniale, qui sait comment te parler. Ouais, elle était très douce. Je sais pas si elle était géniale. C'est plus tard que j'ai eu, donc l'année d'après. Et donc, mon première, on peut pas dire que j'étais dans un carton total, mais je commençais à avoir des notes pas mal et surtout un intérêt, quoi. Juste, je sais pas, je réalisais, je me rappelle avoir dit à mon frère, mais quand même, c'est un peu la honte parce que j'avoue, depuis le début de ma scolarité, ils me parlent, les profs, puisqu'ils parlent aux élèves, et je les écoute pas. J'ai eu une espèce de prise de conscience comme ça où je me disais, mais je sais pas, vraiment, quoi, ça me traverse pas la tête de les écouter, quoi. Donc, t'imagines comment j'ai été loin dans le truc. Et donc, cette prof, je l'ai un peu écoutée, et j'ai commencé à avoir des notes pas trop mal, un bac L, pas trop mauvais, à part l'oral de lettres, je me rappelle, c'était la cata, parce que j'avais pas confiance en moi, donc ça s'est pas bien passé. Mais bon, globalement, ça allait. Et terminale, là, découverte de la philo. Putain, vraiment, mais le choc, quoi. Le vrai choc. Un truc qui... En fait, c'était une façon de voir le monde qui était ma façon de voir le monde. Vraiment, j'en revenais pas, quoi. Moi, j'étais passionnée de psychologie, je voulais devenir psychologue. Donc, c'était les seuls livres que je lisais, c'était des livres sur la psychanalyse, sur l'analyse des rêves, j'analysais tout le temps les rêves de mes amis. Okay. J'étais passionnée par ça. Comme j'étais passionnée par mes amis, en fait, c'était ça ma passion dans la vie, c'était mes amis. Bah du coup, j'étais passionnée par la psychologie et je le suis toujours d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, et du coup, déjà je m'étais inscrite en fac de psycho, enfin je veux dire à l'avance quand tu dois faire avant tes choix, voilà. KPB, tout ça là. Et là, bah tu vois, découverte de la philo qui collait encore plus à ma vision du monde que la psychologie. Enfin, j'avais l'impression, en fait, de découvrir plein de gens qui parlaient la même langue que moi, donc tous ces auteurs, tous ces philosophes. Et découverte totale, comme on s'était dit, du coup, parce qu'au début, t'as parlé de ton papa, qui a écrit des bouquins de philo, et il t'a jamais forcément, au départ, transmis ça, ou un peu te faire plonger dedans, tu t'es plongée dedans toute seule, en fait. T'as vraiment découvert travers de la scolarité, pour le coup. Exactement. Mon frère, par contre, qui avait 4 ans de plus que moi, et qui m'avait raconté ses cours de philo, je lui avais dit, mais putain, mais tu fais de la philo, ça a l'air génial et tout. Vraiment, 4 ans plus tôt, je me rappelle que j'avais dit, ça a l'air trop cool. Enfin, toutes ces questions qu'on pose là, qui sont les questions qu'on se pose dans notre tête, et il y a des philosophes qui ont réfléchi à ça toute leur vie, quoi, et qui ont écrit des livres là-dessus. Enfin, tu vois, Saint-Augustin qui passe tout un livre immense à se demander pourquoi on veut quelque chose et pourquoi on fait l'inverse. Et il passe un livre énorme à se demander tout ça, mais à la première personne, sous la forme d'une confession. Enfin, c'est magique, quoi. Moi, je sais que ce truc-là m'a complètement bouleversée. Et je me suis dit, mais c'est fou, un peu comme ce que tu me disais tout à l'heure quand tu as découvert la lecture par le biais des livres de développement perso. C'était vraiment ça, quoi. D'un coup, je me disais, putain, c'est fou, j'arrive à... L'intérêt, il est encore plus fort, là. Ouais, voilà, ça te parle. Et alors, effectivement, donc mon père fait enfin, c'est un de ses métiers, quoi. Il est auteur de biographie de philosophe, il a écrit la biographie de Lévinas, entre autres, et d'autres philosophes. Et du coup, et puis il connaît très bien justement le Talmud, l'étude des textes sacrés et tout ça. Et d'un coup, j'ai découvert non seulement la possibilité d'avoir des bonnes notes à l'école, parce que j'ai eu des très très bonnes notes en philo, voilà. Mais en plus, la possibilité de discuter vraiment profondément avec mon père et d'avoir des discussions passionnantes, parce que lui, il connaissait ça... Par cœur, mieux que personne, ça le passionnait. Et moi, je revenais le soir et je lui disais aujourd'hui, j'ai découvert Pascal, aujourd'hui, j'ai découvert Descartes. Et je lui racontais ça. Et c'était génial. Enfin, on en discutait. Je me revois dans sa chambre. On avait établi un rituel comme ça où à chaque fois que je sortais d'un cours de philo, je lui racontais. Et c'était des moments, voilà. Des moments de complicité, Exactement. Genre que tu n'avais pas forcément avant, que tu avais sous une autre forme, mais que là, qui a été genre démultiplié, clairement, quoi. Complètement.
Trop stylé. C'était magique. Donc franchement, cette année de terminale, elle a été géniale. Et en plus, Et le prof était ouf encore une et fois. la prof était incroyable. Ah, voilà, tu encore vois, une fois. autant je te disais, la prof de littérature de l'année d'avant, elle était surtout très douce et attentive et À l'écoute, déjà, c'est et déjà très ça. à l'écoute. Et Ça, du c'est coup, énorme. c'était énorme. Mais elle n'était pas fabuleuse au sens où tu as envie de boire ses paroles, quoi. Ouais, Tu pas vois, inspirante forcément. pas, mais... voilà, pas à ce point, quoi. Alors que cette prof de philo, moi, je considère qu'elle a changé ma vie. Vraiment, Elle, tu peux dire son nom du coup par rapport à ouais, celle de elle s'appelle CM1. Madame Lacou. Et Madame je lui ai... Lacou, bonjour. je lui ai écrit il y a pas très longtemps parce que j'ai publié il y a pas longtemps un livre au Mercure de France, c'était il y a 1 an pile, qui s'appelle Le goût de la philosophie, où j'ai établi c'est une anthologie commentée en fait de textes qui déclarent leur amour à la philosophie, donc des philosophes et des non-philosophes qui parlent de la philo, de leur amour pour la philo. Et je l'ai contactée il y a pas longtemps pour lui envoyer mon livre en lui disant que c'était grâce à elle et que ça avait complètement changé ma vie. Et c'est clair que cette prof, elle était extraordinaire parce que en fait, elle réussissait à donner toute la vie qu'il y a dans la philo, quoi. Toute la vie et l'humour, parfois, la drôlerie des questions que tu peux, la façon Primordial, l'humour pour un prof. extraordinaire. Vraiment, c'était une découverte pour moi fabuleuse. Et donc, alors, bim, là, t'as ton bac et tout, genre là, folie. ouais, pardon, je suis excitée de repenser à tout ça, Trop cool. c'est émouvant. Mais en fait, elle, là où elle a été aussi géniale, cette prof, c'est que, elle a un rôle aussi un petit peu plus tard. C'est qu'en fait, donc effectivement, j'ai eu un bon bac du coup, ce qui n'était pas forcément prévu parce que j'avais des notes. En fait, j'avais d'excellentes notes en philo. Le reste suivait un petit peu parce que ça m'a aidé aussi sur les autres matières. Par exemple, je me rappelle justement d'un cours sur la philosophie de l'histoire. Qui m'a complètement éclairée. Je détestais l'histoire et à partir du moment où j'ai vu qu'il existait une philosophie de l'histoire, d'un coup ça m'a fait me dire en fait c'est intéressant cette matière aussi. J'ai commencé à m'intéresser aux autres matières à travers le prisme de la philo. Micro parenthèse, mais ce qui est marrant aussi, petite anecdote, c'est que à l'époque j'étais amoureuse, je sortais j'avais un petit ami depuis plusieurs années. J'ai eu entre mes 14 ans et mes 24 ans, j'ai eu le même petit ami. Et lui, on était tous les deux en échec scolaire. Lui a redoublé, je crois, sa seconde aussi. Et après, il est parti en boîte à bac. Et ce qui nous est arrivé, c'est qu'on s'est tous les deux un peu amenés vers le bas, quoi, les premières années de notre histoire, parce qu'on était fous l'un de l'autre et qu'on pensait qu'à l'autre, quoi. Et puis, de toute façon, moi, j'avais pas besoin je pouvais pas tellement descendre plus bas, mais bon, je crois que je l'ai pas aidé, quoi, lui aussi c'était un cancre, mais un cancre très très doué, quoi, très intelligent. Et il est parti en boîte à bac, et en fait, on a tous les deux cartonné et on a révisé le bac ensemble. Et on a hyper appris l'un de l'autre. Lui, il était passionné d'histoire, il est devenu prof d'éco. Il était absolument fou d'histoire et d'éco. Et moi, c'était les matières que je détestais. Et il m'a donné des cours de... Il était en L, lui aussi, avec toi ? Non, il était en ES. Lui. ES, ouais. Il était en boîte à bac, moi, j'étais pas en boîte à bac. Et puis, moi, je l'aidais en philo, qui était vraiment ma matière de easy, quoi. Finger in the nose, la philo, pour moi. Et voilà, et du coup, j'ai eu des super notes. J'ai eu une mention bien au bac. Complètement inattendu. Enfin, mes parents étaient là. What? Excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Elle a trafiqué les notes ou quoi? Et à la sortie du bac, alors que je m'étais inscrite en psycho, comme j'ai eu ces notes-là complètement inattendues, ma prof de philo m'a dit Lorraine, franchement, ne va pas en psycho, surtout que t'as pas l'air sûre de toi et tout. Donne-toi toutes les chances, fais une prépa littéraire. Fais Hippocagne et Cagne. Et j'ai dit, mais je suis pas capable et tout. Elle m'a dit, si, vraiment, t'es capable. Tu t'es accroché comme personne là en philo. T'as été, voilà. J'avais eu 17 au bac en philo. J'avais eu une bonne note aussi en littérature. Et donc, elle m'a dit, essaye d'aller toquer aux portes des prépas littéraires pour savoir s'il y a des désistements et s'il y a des places de dernière minute, en fait. Et c'est ce que j'ai fait grâce à elle. Franchement, ça me serait pas venu à l'esprit. Et du coup, j'ai fait une Hippocagne. Et là a commencé le chemin un peu
la vraie réussite dans le sens où j'étais dans des classes où on me disait voilà, vous êtes enfin je sais que par exemple ça fait hyper prétentieux de dire ça, mais l'élite. Ouais. Vous êtes l'élite littéraire. Bah ouais. Ouais, mais bon, quelque part c'est pas faux avec ce que vous faites. Enfin je sais pas. Ce qui est drôle en fait, c'est qu'on nous accueille en nous disant vous êtes l'élite, et puis en fait tu regardes la classe, je pense que 90% de cette classe dans laquelle j'étais, on a tous continué des chemins qui sont pas des chemins d'élite en fait, dans le sens comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire moi je considère pas du tout que je sois en train de foirer, hein. Je suis très contente de mon chemin, et moi mon chemin m'intéresse, mais je suis pas dans l'élite, et je suis pas dans la réussite sociale au sens où on l'entend. Et la plupart des gens de ma classe de l'époque sont pareils. Et du coup, je sais pas pourquoi ils disent qu'on est l'élite, alors que... Faut t'y faire croire, mais ça, c'est toutes les formes de prépa, même les prépas grande école de commerce, t'arrives, pareil, t'es l'élite. Oui, mais les grandes écoles de commerce, à la limite, on peut se dire que ça colle à une version élite telle qu'on l'entend dans notre société. C'est-à-dire que les gens qui sortent d'écoles de commerce, effectivement, ils gagneront beaucoup de sous après. Tu vois, ils feront partie des gens les plus riches, peut-être. Enfin, je sais pas si élite, c'est dans ce sens-là. Mais par contre, les gens qui étaient en Hippocagne et en Cagne avec moi, on a tous continué à faire des trucs de littérature. Il y en a qui sont devenus chercheurs. C'est pas des. C'est dommage que l'élite, on l'apparente à l'argent. Exactement. Bah voilà, je suis d'accord. C'est con, encore une fois, c'est l'argent. Bah ouais. Alors là, on est totalement d'accord. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on n'est pas des personnes. Enfin, les personnes qui étaient avec moi en Hippocagne et en Cagne sont pas forcément devenues des gens qui sont sous les feux des projecteurs, ni des stars qui sont payés une fortune pour faire des trucs. Enfin, tu vois. Mais ils sont heureux, c'est le principal. Bah ouais, ils sont plutôt dans des recherches un peu de long terme, des choses. Ils kiffent ce qu'ils font, encore une fois, c'est le principal, je pense. Ouais, tout à fait. Mais par contre, je trouve qu'il y a quand même un truc un peu étrange dans notre société, dans cette définition de l'élite et dans cette définition de la réussite, qui fait que quelque part que moi, enfin. Je suis un peu révoltée aujourd'hui de me rendre compte à quel point personne n'a été capable de repérer que j'avais des qualités quand j'étais pendant tout ce chemin que je viens de te décrire. Tu vois, et genre que... T'as eu cette chance, en tout cas, un jour de rencontrer cette prof, quoi. De rencontrer cette prof, la philo... C'est ouf, ça, déjà. Qui a fait que j'ai eu des bonnes notes, en fait. Mais pour moi, ce que je veux dire par là, c'est plus au sens où j'étais déjà quelqu'un de valable avant, quoi. Et ça me rend un peu dingue que dans notre système actuel, on puisse à ce point mettre la tête sous l'eau des enfants comme moi j'étais, qui ne collent pas à cette représentation de la réussite. Moi, c'est ça qui me rend folle. Tu rentres pas dans la case du système scolaire. Voilà, et je trouve que c'est là que ton podcast a vraiment son sens, et où c'est vraiment important de parler d'échecs aussi de cette façon-là, c'est-à-dire, voilà, il faut reconnaître les qualités qu'ont les personnes qui sont en échec, au sens échec tel qu'on représente l'échec, quoi. Trop bien. On va terminer sur la petite interview sur ta partie, du coup, sur cette belle phrase. Trop génial, Lorraine. Et on va passer aux questions pour la mention, du coup. Ouais, j'aime pas cette question, elle me fait peur. Ah. Question pour la mention. Du coup, la première question, Lorraine, c'est... Quelle personne t'inspire le plus au quotidien ? Ah oui, j'avais oublié celle-là. Mais il y en a plein. Il y en a énormément. J'en ai 3 qui me viennent. Il y a 2 anciens et une actuelle. 2 anciens, Simone de Beauvoir. Voilà. Extrêmement inspirante. Elle a vraiment changé des choses. Enfin, tu vois, c'est assez rare, en fait, les auteurs et autrices dont tu sens que ça fait bouger des trucs à l'intérieur de toi. Simone de Beauvoir, elle a clairement changé des trucs dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de vivre. Surtout en tant que femme, j'imagine, c'est encore plus marqué, forcément. Ouais, mais je sais pas, c'est aussi en tant qu'être humain, mais c'est vrai que c'est en tant que femme, c'est sûr, t'as complètement raison. En mais tant que femme, je pense que tu développes une plus grande sensibilité à ça qu'un homme ne le verra pas, même s'il y a des hommes très sensibles. Et perso, j'adore aussi Simone de Beauvoir. Mais... Bien sûr, mais je pense que vraiment, en tant qu'individu aussi, simplement, enfin ouais,
Je pense que les hommes gagneraient aussi à lire Simone de Beauvoir, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment des choses, notamment dans toutes les discussions qu'on a eues tout à l'heure là avant de commencer l'interview, qui sont très liées à ça, quoi. Sur j'ai peur de résumer mal. Mais ouais, sur le retour à soi, sur le fait de réussir à fermer la porte pour ne pas être pour rester quand même assez, pour ne pas être trop poreux en fait aux injonctions du monde extérieur et se sentir bien avec soi-même. C'est assez, très très inspirant. Donc ça c'est pour l'ancienne. L'ancien, c'est Romain Gary. C'est un de mes écrivains préférés et je trouve que en termes de phénix, réinvention de soi, c'est incroyablement inspirant. Enfin, c'est vraiment quand je pense au terme inspirant. Tu vois, j'ai envie de vivre comme lui, quoi. La promesse de l'aube. Mais déjà, j'adore ce qu'il écrit et puis j'adorerais avoir plein de vies, plein de personnages, plein de pseudos et que personne ne sache. Pouvoir mourir en disant je me suis bien amusée, merci beaucoup, je trouve que c'est fantastique, quoi. Voilà. Ouf, Romain. Et puis pour je sais pas c'est la première personne qui m'a traversé l'esprit quand tu m'as demandé et que j'ai quand j'ai vu qu'il y avait cette question là dans les mentions, parmi les auteurs actuels, Florence Aubenas, que je trouve aussi très inspirante aussi dans sa façon de vivre, de réinventer une forme d'écriture, d'inventer un peu une forme d'écriture. Bon voilà, mais il y en aurait énormément, quoi. Okay. J'ai rencontré Avance l'air il y a pas très longtemps pour le magazine Cosette pour lequel je travaille. En termes d'inspiration, putain, ça envoie aussi. Non, mais c'est une question très dure. Il n'y a pas une seule personne qui nous inspire. Mais moi, laisse tomber. Bien sûr que non. Je suis intarissable sur toutes les personnes qui m'inspirent, quoi. Et là, je te cite que des gens connus, mais en fait, autour de moi, mes amis, ils m'inspirent énormément. L'entourage aussi. Avant tout, bien évidemment. Les parents. Damien avait une très belle réponse dans l'épisode 3 en disant, moi, c'est tous les gens qui sont passionnés autour de moi. J'en ai pas un. Ouais, mais moi, quelqu'un pareil. qui fait de la peinture, qui m'explique sa passion. Je vais être moi aussi. amorphe comme ça devant lui à l'écouter. Ah, mais totalement. Moi, vraiment, mes amis m'inspirent à un point inimaginable. C'est la plus grande source d'inspiration et de motivation. Mon petit ami, il est hyper inspirant aussi. Enfin, ouais. C'est interminable. Deuxième question, peut-être même la plus dure du coup. C'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Pas forcément qu'on a, mais qu'on aimerait avoir, en tout cas, ou qu'on a envie de développer. Oh là là. Alors, je suis hyper embêtée parce que dans ma tête, je m'étais préparée à cette question en me disant c'est les vertus qu'on a. Les vertus que je veux développer. Qui te semble essentiel, en fait, que toi, t'aimerais vraiment avoir, tu vois. Puisque t'en as que t'as peut-être déjà, et d'autres que tu cherches encore à avoir. Il y en a une que je pense avoir déjà, en tout cas, naturellement, je pense avoir une bonne dose de ça, et c'est quelque chose que j'aime et que je veux développer, c'est l'écoute, une bonne écoute. Je trouve que ça, c'est une belle vertu que tu as aussi, d'ailleurs. C'est primordial, l'écoute. Ouais, je pense que vraiment ça, c'est une bonne qualité. Écoute, je vais partir sur les vertus auxquelles... Mouille-toi, vas-y, c'est ouais, pas grave. voilà. En fait, on va dire que ce sont mes vertus aussi, au sens où c'est celles que j'espère avoir. La créativité. Vraiment, ça, pour moi, c'est une vertu hyper importante. Et attends, je regarde mes petites notes parce que je m'étais noté des trucs. Aller être, le lâcher prise. Ça, je l'avais pas noté, mais c'est un truc, pour le coup, que je n'ai pas. Ouais, qu'on doit tous développer et que j'aimerais bien développer plus. Bah ouais, c'est totalement en phase avec ce que tu disais tout à l'heure, avec le fait de retrouver la petite fille de l'époque insouciante. Exactement. Je pense que ça, c'est un vrai challenge pour moi. C'est pas facile. Ouais, pour moi aussi, je t'avoue, lâcher prise. Pour nous tous, je pense aujourd'hui, on a tellement de pression dans le monde dans lequel on vit, on a tellement d'opportunités que on en vient à étouffer sous cette pression, à se dire si je fais pas ça bien, alors que je peux le faire, alors que ça je peux le faire, lui il l'a fait, pourquoi pas moi, et on suffoque. Non mais complètement, t'as tout à fait bien dit le truc, alors que je peux le faire, quoi. À partir du moment où tu sais que tu peux, c'est en train de passer devant toi là, c'est hyper difficile de pas l'attraper au vol, quoi. Tu sais, c'est l'image de l'enfant qui doit choper le truc sur le manège, ouais. C'est impossible, quoi. Il y a trop de gourmandise, de trucs.
Mais c'est être capable de justement de lâcher certaines queues de Mickey et de se dire vas-y, je me concentre que sur quelques-unes, quoi. Donc écoute, t'as dit créativité, écoute, créativité et lâcher prise. Ouais. C'est beau. Ta réponse, c'est validé. Ça m'énerve parce que lâcher prise, c'est un mot qui est un peu trop. Je trouve que c'est un peu éculé quoi en ce moment. T'as le droit de changer si tu veux. Non, c'est pas grave. Prise, je le garde. Ah, il est bien. Next question, du coup, oui, parce qu'on fait un peu d'anglais, on sait pas trop ce qui s'est passé pendant le Covid. Première fois qu'on dit ça, mais pourquoi pas. En plus, hyper intéressante cette question pour toi. Quel livre tu pourrais conseiller? Quel livre t'as fait kiffer dernièrement? Ou pas forcément dernièrement d'ailleurs. Alors dernièrement, il y en a quelques-uns. Alors ouais, j'en ai 2, mais c'est pas des livres récents. En fait, les livres récents, c'est mon métier de les chroniquer dans des magazines et à la radio et tout, donc je préfère garder ça. Enfin bon, voilà. Sur Instagram, j'en conseille souvent, voilà. Mais par contre, je parle moins souvent des lectures que je fais. Par exemple, justement, pendant le confinement, j'en ai profité pour lire des classiques que j'avais pas lus. J'en ai parlé sur un blog récemment, mais L'amour au temps du choléra de Gabriel Garcia Marquez. Ok. Mais genre, incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Quel livre. Enfin, c'est fou, c'est magnifique. Et c'est drôle parce que je suis en train de réaliser... Quand j'ai vu qu'il y avait cette question-là du livre, dans ma tête, c'était le livre préféré. Tu vois, je suis pas bonne élève, encore une fois, j'avais pas bien noté le truc. Mon livre préféré, j'ai souvent dit que c'était, je sais pas si c'est encore vraiment le cas, parce que le livre préféré, ça change souvent, mais en tout cas, pendant très longtemps, mon livre préféré, ça a été Gatsby le Magnifique, de Fitzgerald. Et quand j'y pense, L'amour au temps du choléra, de Gabriel Garcia Marquez, en fait c'est un peu le même rapport, c'est quand même 2 livres sur un échec quoi, complètement finalement, un échec amoureux qui dure toute la vie et bon, je vais pas divulgacher pour Gabriel Garcia Marquez, mais ça se termine pas vraiment en échec, mais dans un cas comme dans l'autre, c'est cet échec, c'est l'œuvre d'une vie, mais ça devient une œuvre d'art, quoi. C'est un échec qui est érigé en œuvre d'art. Et je trouve que du coup, par rapport à notre sujet, c'est quand même... Trop bien choisi. C'est top. Trop cool. Il y en aura 2, du coup. Je mettrai les 2 en description encore. Non, tu mettras Gatsby le Magnifique, je pense. Gatsby ? Ouais. Enfin, Gatsby. Mais l'autre, il m'intéresse quand même. Il a l'air assez cool, du coup. Ah ouais. L'amour au temps du choléra, c'est incroyable. Enfin, chaque phrase est fabuleusement drôle, profonde. L'histoire d'amour est sublime. Le personnage féminin qui s'appelle Fermina Daza, c'est un personnage tellement inspirant. Enfin, moi, je veux être comme elle, quoi. Elle est à la fois hyper sensorielle, hyper connectée à ses sens, à la fois mais complètement sans filtre. Enfin, elle est super héroïne. Ah ouais, super héroïne. Trop cool. Bon, on mettra aussi celui-là. Et la dernière petite question, c'est quoi, toi, ton prochain objectif que tu t'es fixé, Lorraine ? Écrire un roman. Voilà. C'est beau. Écrire un roman. C'est vraiment, ça fait un moment que j'y travaille, que c'est vraiment mon objectif et que c'est pas facile pour moi de passer du côté de la fiction. Je suis passée du côté de la fiction récemment en publiant une nouvelle dans un recueil de nouvelles qui était de la pure fiction. Ceci est mon corps, ça s'appelle le recueil, et c'était coédité par Rajo et Cosette, un livre pour ados. Et donc c'était mon premier passage à la fiction. J'ai adoré ça, j'ai passé vraiment un moment génial avec mon personnage et tout. Et c'est pas la première fois que je le fais pour moi-même. Et à chaque fois c'est un vrai... Enfin voilà, c'est à chaque fois incroyable. Et du coup, prochain objectif, un roman. Trop bien. C'est tout le mal qu'on te souhaite, du coup. Merci. Que je te souhaite. Alors pareil, petit rituel de fin, c'est le jeu où il faut être concis. Comment est-ce qu'on résume là ? Comment est-ce que tu résumes tout ce qu'on s'est dit en une phrase ? Prendre conscience du réel. Je trouve ça assez cool, ça, comme idée. L'échec, c'est prendre conscience du réel. Ouais. Parfait. On finit sur ça. Franchement, c'était trop cool. Merci beaucoup, Lorraine, pour ton temps, pour ton énergie et tes ondes positives. C'était super sympa. Écoute, tout le meilleur. On va remettre encore une fois ton podcast. Il est ouf, allez l'écouter. Assez parlé. Trop Merci. stylé.
Et puis à bientôt. À bientôt, merci Salut. beaucoup. J'imagine que si t'es encore là, c'est que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je suis ravi et j'espère que t'en ressors avec beaucoup de gratitude et surtout l'envie de tenter des choses. Je peux que te souhaiter de te planter. D'ailleurs, si jamais tu penses à une personne autour de toi qui serait susceptible d'aimer nous partager son plus bel échec, n'hésite pas à me donner ses coordonnées ou lui dire de me contacter directement à phoenixpodcast@gmail.com. Et enfin, si tu peux juste prendre 30 secondes de ton temps pour aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me permettre de faire connaître Phoenix à un plus grand nombre, tu serais vraiment au top. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.